Ah diantre, vous êtes là. Bienvenue dans la première review de The JoJoLands. En faisant cette vidéo, je m'engage pour 10 ans de vidéos mensuelles sur Jojo. Et on commence. On est en train de vivre un premier chapitre de Jojo. La dernière fois que c'est arrivé, c'était il y a 11 ans. Un premier chapitre dans Jojo, c'est particulier. Ce qu'on appelle un incipit en latin, il y en a dans toutes les œuvres de littérature. Mais celles de Jojo sont différentes. On connaît déjà l'univers, mais c'est un univers qui n'a pas de règles très précises. Tous les vidéastes du dimanche sur comment on obtient un stand ont dû frissonner devant la première page. Les stands sont invisibles pour ceux qui n'essayent pas. La première règle des stands vient d'être levée. Enfin bon, bref, les règles de Jojo ça change. Et bien sûr Jojo est découpé en parties et non en saisons, ce qui fait que les premiers chapitres sont vraiment excitants. On est déjà familier avec ce monde, mais on change complètement de point de vue. Un incipit dans Jojo, c'est comme recommencer une vie à un endroit aléatoire de la Terre. C'est toujours très excitant, et celui-ci est vraiment très excitant. C'est le premier chapitre le plus rapide de tout Jojo. On a le Jojo, voire deux, des Jobros, une vie bien établie, des stands et une quête. Et c'est sûrement pour ça que l'Ultra Jump est encore une fois en réimpression. Ça n'est arrivé que 4 fois dans l'histoire de l'Ultra Jump, et les 3 autres fois, c'était aussi pour du Jojo. Bon allez, on commence la review. Elle sort en retard, mais promis, j'ai bien bossé. Pour les scans, petit scandale avec un des traducteurs VF qui a été viré de Stairway to VF, qui est apparemment pas très fréquentable, et qui fait surtout des grosses traductions de merde bien pourries qui changent le sens des phrases. Bah du coup lisez bien la bonne trad. Et si la VF n'est pas encore sortie, vous pouvez toujours lire en anglais. Quand et où se passe The JoJoLands? The JoJoLands débute sur l'île hawaïenne d'Oahu, proche du port de Pearl Harbor. On est donc bien à Hawaï. Victoire mes chers amis. Cependant, bien que l'histoire commence proche d'Honolulu, le chapitre suivant tend déjà à se déplacer hors de l'île de départ pour aller sur l'île d'Hawaï. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que pour l'instant nous n'avons pas encore vu cette montagne, alors qu'elle est bien mise en emphase depuis le début. Le lieu de The JoJoLands n'est donc pas encore clair. Et donc, comme toutes les autres parties, à part celle se déroulant à Morio, cette partie semblerait être un voyage. Il est encore trop tôt pour le dire, mais gardez ça en tête. J'ajoute que Hawaï a failli être annexé par les États-Unis en 1983 sous la tutelle de Benjamin Harrison, le 23e président des États-Unis. 23e président des États-Unis qui, dans Jojo, n'est autre que Funny Valentine. Ce qui n'a a priori aucune importance, mais on aura peut-être un lien avec Funny Valentine. Pour ce qui est de la temporalité, pas de surprise, c'est contemporain. On sait pas exactement quelle date, mais c'est après 2020. Au niveau du cadre, Dua Lipa et Uber existent, tout comme la Covid. Ça peut paraître un détail inutile comme ça, mais on y revient à la fin de la vidéo. Je dirais qu'on est donc à peu près 10 ans après Jojo Lion, qui laisse le temps à Morio de bien évoluer. Chose importante à noter, l'histoire nous est racontée par Jodio du futur. Pas comment l'interpréter, mais je pense que quand on écrit un personnage en tant que narrateur, on prédit quelque chose. Pourquoi c'est lui qui nous raconte cette histoire? Est-ce que ça annonce pas un moment où il ne sera plus le narrateur? Bon, il fallait juste relever le fait que c'était la première fois dans Jojo, il me semble, qu'on avait un narrateur comme ça. Bon, mais je m'attarde pas dessus, on a encore plein de choses à dire. Nous passons au protagoniste. C'est le premier chapitre avec le plus de personnages de Jojo. On va y passer du temps. Jodio Joestar. Nous avons un nom. Ce n'est pas Joey Jordison, ce n'est pas John JoJoLands, c'est Jodio Joestar. Alors premièrement, c'est un Joestar, ce qui n'est pas majoritaire. C'est le petit-fils direct de Joseph Joestar et le cousin de Yoshikage Kira. C'est pas du tout ce qu'on pensait. Beaucoup attendaient un lien avec Flashback Man ou avec Josefumi. Encore plus imaginer Joseph Joestar avoir une aventure. Ben non, il a juste une autre fille. Alors qu'il y a littéralement un chapitre d'écart, il nous disait qu'il avait qu'une seule fille. 4 chèvres, ça veut dire Araki Forgot. Et ensuite, Jodio. Je pense que c'est un Giorno Spinverse. Pour toutes ces raisons que voici, il a 15 ans. Il est très proche du milieu de la plèbe, à ceci près que lui, il vend de la drogue. Il a les petites ailes dorées comme décoration et un cœur vert comme il y en a partout sur Dio. Si jamais ça vous avait pas encore choqué, il a Dio dans son nom et c'est le Jojo qui a le moins l'air d'un Joestar au monde. S'il avait pas dit Aura à ce moment-là, on l'aurait renommé Jodio Brando. Bon, on va essayer de passer outre ces indices grotesquement énormes. Lumière. Merci lumière. Et voyons son comportement. Jodio donc a l'énergie la plus chaotique qu'on ait jamais vue chez un Jojo. Il est violent au point de devoir être arrêté par son frère. Il se présente comme quelqu'un d'assez froid. Il méprise les personnes qui se font maltraiter et ne raisonne pas du tout par altruisme comme les autres Jojo.
mais par mécanisme. Il y a un truc vraiment pas sain qui émane de lui, alors qu'il est le protagoniste, et que contrairement aux méchants dans Jojo, il a l'air d'avoir une mère présente et respectée. D'où vient toute cette filthy énergie en lui? Ce qui est paradoxal, c'est que malgré le fait qu'il se soit présenté, j'ai pas l'impression de le connaître, ni de le comprendre. Bon, après j'exagère un peu, il fait très Jojo, très sûr de lui, courageux, ambitieux. Ça fait un moment que l'altruisme est devenu secondaire chez les Jojo, et je trouve son mépris et sa colère vraiment étranges. Personnellement, il me fait penser à Johnny avant son accident. Ah bah non, c'est logique du coup. Ah oui, bah je viens de m'en rendre compte du coup, mais la famille de Joestar dans le Spinverse, ils sont pas du tout comme le Hamonverse, hein. Bon, désolé, c'était le moment brain fart. En tout cas, comme Johnny, on dirait presque que ce personnage va devoir évoluer dans sa partie. J'ai l'impression que ce personnage n'est pas prêt à commencer une aventure. Un petit peu comme Jonathan, qui devient adulte après avoir vu la mort de son père. On passe à Dragona Joestar. Dragona Joestar a 18 ans et... ouais... Vous savez de quoi on va parler. Lors de sa première apparition, elle est abordée par un policier qui la genre au féminin. Parce que c'est un policier dans Jojo, il fait une toute petite bavure policière et met sa main dans son maillot. Là, il s'aperçoit que finalement, Madame a un zizi. Et pour ceux qui n'avaient pas tout à fait compris, Jojo arrive et lui dit « Vire tes sales pattes de mon frère. Tu m'entends? Tout de suite. » Et là, la réaction de toutes les personnes devant leur ordi, ils sont plantés les traducteurs. Jojo nous explique finalement que son frère est une personne qui préfère s'habiller comme une fille et qui se fait des injections mammaires en continuant de la genrer comme un homme. Et là, je vous arrête tout de suite. On ne sait pas. Si vous le souhaitez, j'en ferai une vidéo complète, comme à l'époque pour Yamato. Ce serait très intéressant, mais il y a beaucoup trop de choses à dire. Donc, en résumé, Dragona est peut-être une femme transgenre qui n'aurait pas encore fait son coming out. En gros, Dragona est née homme et se sent femme. Elle a donc une expression de genre féminine, d'où les vêtements, la voix et les injections mammaires. Mais c'est pas tout. Tout le monde a l'air de s'en foutre. On a l'air d'être en 2022, mais mes réponses Twitter et TikTok nous montrent bien que ce n'est pas si accepté que ça, même en 2023. Alors je me suis dit que c'était peut-être culturel. Et effectivement, dans la culture polynésienne dont fait partie Hawaï, il existe les Maous. Les Maous sont des hommes dont l'expression de genre est féminine. Ils sont considérés comme un troisième sexe. Dragona est peut-être donc un Maou et non une femme transgenre. Et au fond, tout ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait pas. Maou, femme transgenre, voire homme à l'expression de genre féminine, on ne sait pas. Par contre, on est sûr que c'est ni un homme transgenre, ni un travesti, ni une drag queen. Ça, c'est juste faux. Désolé pour la colère, mais vous savez pas ce que j'ai vu sur Twitter. Bon, sinon, je tiens quand même à dire que c'était sûr en fait. On allait forcément avoir un perso trans, non-binaire ou n'importe quel autre genre. Et vu que c'est Araki, il ne le fait pas si simplement. Il va pas mettre un personnage trans pour avoir une représentation trans. Il va venir interroger la conception du genre, comme il l'a déjà fait plusieurs fois. Ici, il a volontairement laissé le doute sur Dragona. D'ailleurs, ça a marché, parce que tous les fans de Jojo ont discuté de genre et de transidentité. Dans un an, la transidentité dans Jojo sera autant acceptée que Jolene en tant que protagoniste. En tout cas, je l'espère. Bon, j'ai pas envie de perdre plus de temps sur ce sujet, parce que moi, tout ce que je dis, c'est non aux transphobes qui considèrent que parce qu'elle a un sexe masculin, c'est forcément un homme. Et d'un autre côté, je dois dire non à des LGBT friendly qui disent que c'est forcément une femme transgenre, alors que ce n'est pas vrai non plus. Comme le disait Kant, on mesure l'intelligence d'un homme à la quantité d'incertitude qu'il peut supporter. Et vu que c'est Araki, on risque de l'avoir longtemps, cette incertitude. Maintenant que c'est mis au clair, il nous reste finalement un personnage assez classique et effacé. Je sais pas si je suis le seul à avoir cette impression, mais il me semble pas y avoir de duo Jojo. Déjà, je ne crois pas qu'il y ait de Jo dans Dragona, et ensuite, je ne trouve pas que ce personnage soit très important. Elle présente pas vraiment d'initiative, et même semble juste être là pour surveiller ou retenir Jojo. En fait, on dirait plutôt un Jobro. Ils ont une goofy énergie géniale quand ils sont tous les deux, mais il y a un gros déséquilibre d'importance entre les deux. Dragona a vraiment l'air d'un grand frère attentionné qui protège son petit frère, peut-être en lui cachant la vérité. Bon, un chapitre c'est court pour définir tout un personnage. Mais quand même, je ne crois pas que ce personnage restera longtemps. Ça sent la mort d'un personnage principal, moi je vous le dis. On dirait presque le Zeppeli de la partie. Ou comme je le disais avant dans la review, un genre de George Joestar qui doit mourir.
pour laisser grandir le Jojo. Au niveau du design, on est sur une femme au teint hâlé comme Pucci, avec une couronne de fleurs étranges et des tatouages partout. J'avais avancé la ressemblance avec les tatouages de Sandman à la preview, mais visiblement c'est plus l'esprit draconique qui ressort chez elle. Paco Lovelantes, je crois. Paco est un lycéen de 19 ans avec des daddy issues énormes et qui est dealer et voleur. Pas grand chose à ajouter sur lui à part que ça semble être le Jobro introduit le plus vite de tout Jojo. Au niveau du style, on a un perso bien musclé qui a son nom écrit 2 fois sur lui, donc c'est bien Paco et pas passif comme j'avais dit dans mon short. Oupsie. Et d'ailleurs son motif est un cône avec une glace Paco qui fond. Un rapport à la nourriture qui peut faire penser un petit peu au Gucci Gang. D'ailleurs ce nom Paco est sûrement inspiré de Paco Rabanne, ce qui peut laisser penser que comme dans Stone Ocean, les noms des personnages seront en partie inspirés de la haute couture. Peut-être que vous trouvez ça inutile, mais si je n'ai pas un Anna Swiss Pinverse, je vais me fâcher fort. Meryl Meichi, enfin je crois, encore. Une femme de 2,13 m d'après les calculs de certains tweetos, qui est la principale de l'école, la gérante et la designer d'un magasin de mode, et la boss de Jojo, Dragona et Paco. Ce personnage m'inspire pas vraiment. J'ai pas l'impression qu'elle sera importante par la suite dans sa mise en scène et dans son look. Alors que c'est le boss. Tout le monde a senti sa vibe d'antagoniste à la Diavolo. Pourtant, ce personnage hors norme sur tous les domaines ne m'inspire pas plus que ça. J'ai l'impression que ce sera un personnage un peu comme Paul Po, très important, mais on n'en reparlera plus passé le chapitre 5. Et pour finir, Hot Dog Man. Serait-ce un autre mécanisme de ce monde? Impossible de former une équipe sans qu'un paumé vienne la rejoindre. Un personnage légèrement agaçant, bizarre et qui incarne la nonchalance. Je l'aime beaucoup. On ne sait rien de lui, il est fringué super bizarrement, il connaît la bosse, il achète de la drogue mais n'est pas consommateur, il ne fait pas attention à cacher les preuves dans le bus scolaire. Et ce look, qu'est-ce que c'est que ce gars? Et ça c'est un sentiment que partagent les lecteurs et notre trio. C'est le personnage qui me plaît le plus dans ce premier chapitre. Aucune idée de s'il a un équivalent ou si on sait déjà quelque chose de lui. Et en fait il a l'air à la fois hyper important et complètement osef. Un personnage à surveiller de près. Bon, son design me fait beaucoup rire, on dirait un petit peu les tenues de chez Kazar World. Et ensuite, regardez son motif. Pour ceux qui n'avaient pas remarqué, c'est des porte-jartelles. Bon, j'en suis pas sûr, mais on dirait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup de personnages principaux. Mais en plus, on connaît leur stand. Du coup, on va en parler. Jojo est, comme nous l'avions prédit, November Rain des Guns N' Roses. Un grand stand quadrupède qui semble capable de faire tomber un genre de pluie dévastatrice sur ses cibles. Les particules créent des cratères sur les policiers sans les transpercer, mais les plaquent violemment au sol. Ce stand n'a rien de simple et il amène un tas de questions. D'où viennent ces particules? En quoi sont-elles faites? Est-ce qu'elles font toutes la même taille? Combien peut-il en faire? Jojo peut-il choisir de plaquer ou de transpercer ses cibles? Est-ce que ça marche sur toutes les matières? Sur le textile et la peau, ça marche en tout cas. Quelle est sa zone d'action? Ce stand a l'air extrêmement puissant et imparable. Mais si la portée est d'1 mètre autour de lui, ça implique de s'approcher très près des adversaires. Donc ce sera vachement moins fort. Est-ce que ça ne marche que de haut en bas comme la pluie? C'est vrai, si vous avez autant de flèches sur vos designs, c'est peut-être parce que justement, la direction peut changer. Et enfin, est-ce vraiment son seul pouvoir? Faire tomber des gouttes? Parce que tel que c'est là, j'ai l'impression que ça va faire un peu comme Purple Haze, un stand qui élimine tous ceux à portée, mais c'est tout. Bon après, je doute pas du tout d'Araki, hein. November Rain n'a encore rien dévoilé de son pouvoir ni de son potentiel. Mais bon, en principe, les stands des Jojo, ils commencent d'abord par être beaucoup trop pétés, et ensuite devenir très pétés mais dans un autre sens. Bon après, il est rare que les stands des Jojo gardent le même pouvoir du début à la fin. Mais j'aimerais poser une dernière question sur ce stand. Pourquoi Dragona demande à Jojo de ne pas intervenir? Parce qu'il a 15 ans et que les policiers ont des flingues. Oui, bien sûr. Mais dans ce cas, pourquoi elle le regarde comme ça? Elle a pas l'air inquiet pour son frère là, plutôt pour les policiers, voire même pour elle. On dirait qu'elle achève le dernier policier pour que ce soit moins cruel. Que sait-elle que nous ne savons pas sur Jojo et son stand? Je pense sincèrement que beaucoup de personnes ont raté ce détail, et c'est pour ça que je suis là. Mais cela confirme une chose, November Rain est un stand effrayant, n'en doutez jamais. Smooth Operator, le stand de Dragona, se présente comme un stand multiple qui semble sortir des ongles ou des doigts de Dragona. Factuellement, il bouge des éléments. Moi, je dirais qu'ils sont capables de réorganiser la matière. Bon là, je m'avance beaucoup, mais en fait, c'est un stand que j'avais déjà imaginé pour un projet perso. Je suis un petit peu excité de le voir en action du coup. Bon, beaucoup espèrent que ces petits Smooth Operators aient une personnalité propre comme les Sex Pistols.
C'est vrai que ce serait rigolo. Actuellement, Dragona l'utilise essentiellement pour falsifier des documents et des plaques minéralogiques, mais il peut aussi le faire sur le corps de ses cibles. On ne sait pas s'il fonctionne sur elle, mais ce stand a lui aussi un immense potentiel. C'est un genre de Crazy Diamond après tout. Et Dieu sait que ce stand est monstrueux. The Hustle, le stand de Paco, qui est le stand le moins standesque qu'on ait jamais vu. Pas d'apparence de stand, il permet simplement à Paco d'agripper des objets avec ses muscles. Comme pour les deux autres, sa puissance va dépendre de son potentiel. Sa portée est encore une fois très faible, mais s'il peut arrêter des balles ou escalader des murs avec n'importe quel muscle de son corps, il sera démoniaque. Par contre, s'il peut simplement accrocher des portefeuilles, forcément, c'est plus limité. Et enfin, le stand de Hot Dog Man. Je suis sûr qu'il y en a qui ont eu peur d'avoir loupé le truc. Bon, pour l'instant, on n'en sait rien, mais il a dit « I begging ya ». C'est une chanson reprise par Måneskin, ce qui ferait un très bon stand, effectivement. Mais ne me prenez pas pour un fou s'il vous plaît, mais j'étais en train d'écouter The Hustle sur Spotify, et la musique a changé en aléatoire. Voilà ce qui est apparu. Coïncidence ? Je pense que oui. Mais j'ai deviné November Rain, alors pourquoi pas Begging You? On en a presque fini avec les stands, j'aimerais revenir sur un détail en particulier. The Hustle et Smooth Operator ont plusieurs points communs importants. Donc déjà, c'est des stands parfaits pour les crimes. Mais surtout, les deux semblent capables de modifier l'apparence. Jodio dit de Paco qu'il était grassouillé, qu'il est devenu musclé et que c'est ses muscles son stand. Il semble que le stand de Paco l'ait rendu comme ça. Pour Dragona, Jodio insiste sur le fait qu'il n'a jamais vu Dragona faire ses injections. Elle a un stand capable de faire ça à un visage. Il est très probable qu'elle puisse se faire ça sur sa poitrine. Je sais pas trop où je veux en venir avec ces éléments, mais les modifications corporelles semblent être vraiment importantes dans cette partie. Peut-être que dans cette partie, il faudra pas trop se fier à ça. Gardons-le en tête, c'est tout. Les mécanismes. J'ai pas compris. Enfin, ça a l'air simple, mais je vois pas trop l'intérêt de ce que dit Jodio sur ce mécanisme. C'est le bon moment pour glisser que je suis pas le seul à faire des reviews. Donc vous l'aurez sans doute remarqué puisque je suis le dernier à la sortir, mais je vous conseille vivement les reviews de mes copains Red+, Grimzillian, Revive et Yimé. Chacun de nous amène des visions différentes de la review du chapitre, et ça m'arrange bien parce que j'ai pas envie de parler de ce mécanisme. Ce que je comprends de Jodio avec ça, c'est simplement qu'il a une vision des choses assez mécanique. Une vision robotique qui ignore totalement la question du bien ou du mal. On pourrait résumer la vie à un mécanisme dont chaque personne est un engrenage et on doit juste faire ce qu'il faut pour tourner. Ça participe à rendre Jodio aussi chaotique dans son énergie et ouais, je vais être obligé d'en parler. Vous vous souvenez de ma vidéo théorie? Bon, on y est pas du tout. Comme je l'ai dit, Joseph Joestar a finalement eu un autre enfant. À un chapitre de différence, il a gagné un gosse, mais enfin bon. Barbara Ann, une chanson des Beatles, qui viendrait presque confirmer que Jojo est bien une ref à Get Back des Beatles. Barbara Ann est séparée du père des deux Joestar. Il a pas de nom, mais... Jodio. Jodio. Ça plus l'attitude violente et vénale de Jodio, sa manière de dire The World's Mechanism, comme si on parlait du design du stand, ouais, celle-là je suis pas sûr. Le fait que son nom soit une fusion de Jojo et de Dio, au sens le plus littéral, le cœur vert sur la poitrine encore une fois, tout ça combiné au fait que Jodio a l'air d'être une version spinverse de Giorno qui est le fils de Dio, tout ça je le répète, mais il semble que ce papa, dont on ne connaît pas le nom, est un Brando. Diego est très mort dans la partie 7. J'en doute pas. Mais il a probablement une descendance. Et les liens du sang sont forts dans Jojo. Sa misanthropie a très bien pu se propager dans le sang de Jodio. Et je pense qu'on aura très vite une réponse parce que ça paraît tellement évident que c'en est troublant. On arrive sur la dernière partie de la vidéo, mais avant, petit point sur mes théories. Jodio n'est pas une Jolene Spinverse. Dragona n'est pas une Hermès Spinverse. On n'a pas l'air d'être sur du Stone Ocean Spinverse. Et j'ai pas plus envie que ça d'en parler, même s'il y a des choses à dire, comme faire un lien entre Dragona et Jolene, la Floride et Hawaï, mais bon, ce sera pas nécessaire. C'est qui le japonais à la fin? Ce chapitre, en plus de nous exposer plein de persos et une situation très claire, nous expose une première mission et l'arrivée d'un personnage japonais, riche, qui a une villa à Hawaï, qui détient un diamant et qui est largement plus puissant que la team Jodio, à un point où personne ne pourrait le battre d'après Jodio. C'est la partie un petit peu excitante de cette review. Qui est ce personnage? Tout le monde y a pensé, Josuke arrive. Il est probablement riche, le diamant c'est un joli clin d'œil à Diamond is Unbreakable, la famille Higashikata a l'habitude d'aller à Hawaï, et surtout, s'il est décrit comme si puissant, Josuke est à prendre très au sérieux. Et si Flashbackman et Jodio sont bien la même personne, Josuke aurait tout intérêt à le retrouver. J'aurais presque pas étonné de trouver un Josuke en mode « Oh, Mukate Kirunoka ».
Flashbackman. Je le fais bien, hein. Le plus important pour moi, si c'est bien Josuke, c'est ce qu'il pourrait dire de November Rain. Est-ce que c'est un stand capable de vaincre la calamité ou une entité aussi puissante? Très intéressant, mais j'ai deux soucis par rapport à cette hypothèse. Pourquoi l'aéroport de Narita alors que Morio est situé à Sendai à 4 heures de route de Narita? Ouais, j'ai cherché ça, c'était pas très utile. Et surtout, pourquoi est-il seul? Pourquoi pas avec Yasuo? Pourquoi pas avec la famille Higashikata, justement? Bon, après, Josuke, c'est une théorie très solide. Mais je suis bizarre si. Ce serait bizarre que j'aille dans le même sens que tout le monde. Revoyons nos éléments. Un personnage riche. Ça peut être n'importe quel Higashikata. Dommage, ils ne sont pas assez puissants. On pourrait parler de Joshu, Norisuke ou Gyotsuyu. Mais ouais, non, si c'est un Higashikata, ce sera Josuke. Ça pourrait aussi être un homme de pierre. Ils sont généralement surpuissants et très riches. Puis un diamant, c'est un minéral après tout. Mais qu'est-ce qu'il viendrait faire? Tuer la JoJo Team? Non. Quand on rencontre un monstre de puissance au chapitre 2, c'est souvent un sensei ou un antagoniste semi-sympathique. Diavolo Spinverse alors? Bon, je trouve qu'on s'emballe un peu en pensant ça. Mais seul, riche et surpuissant, ça lui correspond bien, même si lui se serait jamais fait tracer à un aéroport. À part s'il est en forme d'Opio. Et dans ce cas, pourquoi pas un Brando? Si je ne peux pas prédire l'identité de ce japonais, je peux au moins prédire que chaque personnage annoncé dans n'importe quel chapitre de The JoJo Lands aura au moins une théorie sur lui disant c'est un Brando ou c'est un Diavolo Spinverse. Vous êtes prévenus, mais j'ai une théorie maison. Il y a très peu de chances qu'elle se réalise, mais elle est trop cool. Un personnage riche qui a des villas un peu partout, qui se déplace seul et qui est surpuissant. Moi, ça me fait penser à Rohan Kishibe. Peut-être que c'est même lui, le incertain mangaka dont on parle à la première page. Si Rohan garde sa personnalité de mangaka qui veut explorer, il pourrait très bien vouloir se rendre cible d'un braquage, voire même de se faire prendre par la mafia pour pouvoir capturer l'essence de la violence et de la plèbe afin de le dessiner dans son manga. D'où le fait de se déplacer avec un diamant aussi cher. En plus, nous savons que Rohan a aussi eu des problèmes avec le Covid. Dans le chapitre 10 de Dustpock Rohan Kishibe, dont j'ai fait la review, Rohan nous est montré en dépression, en manque d'inspiration. Dans le chapitre 11, Drip Painting Style, il est carrément en train de chialer. L'histoire qu'il a écrite est inspirée d'une agression qu'il a subie et il trouve cette histoire affreuse. À la fin du chapitre, Kyoka essaye de lui remonter le moral et l'énerve plus qu'autre chose. Rohan Kishibe est à bout, il a besoin de vacances. Pourquoi pas des vacances à Hawaï? J'aime beaucoup l'idée que Rohan puisse revenir de TSKR. Après, j'ai bien conscience que c'est presque impossible. Rohan dans les TSKR n'est pas issu du Spinverse. En plus, il habite aussi à Morio, donc aucune raison qu'il soit plus près de l'aéroport que Josuke. Voilà, je dirais que c'est tout ce qu'on peut en dire. Comme beaucoup, je m'attends à ce que ce personnage soit un personnage qu'on connaît déjà. Mais au final, on n'en sait rien. Par contre, on peut dire que le suspense est vraiment à son comble. Qui est-il? Quel impact il aura sur l'histoire? Si c'est Josuke, il pourra nous dire ce qui s'est passé à Morio et quel danger nous guette. J'ai trop hâte d'en savoir plus, et vous aussi j'en suis sûr. C'est la fin de cette review. Après avoir lu une vingtaine de fois le chapitre, je peux dire qu'Araki n'a clairement pas régressé. Personnellement, je suis charmé par la bizarrerie des personnages et un petit peu effrayé par Jodio. J'espère que la suite me le rendra plus sympathique. Likez et commentez cette vidéo, même si c'est pour me dire que je suis trop en retard, ça aide au référencement. C'était Bizarre Sissi, à la prochaine.